Bonjour à tous. Écoutez, on est ravis de vous retrouver. On est ravis de vous retrouver pour ce cinquième épisode de notre série de webinaires à destination des acteurs du capital investissement. Je suis ravi de constater qu'il y a de plus en plus de succès, parce que vous étiez un peu plus de 100 inscrits pour ce matin. Voilà, donc je suis Guillaume Bouvier, un des associés du groupe Kea. Peut-être en préambule rapide avant de rentrer dans le vif du sujet pour ceux d'entre vous qui nous connaissent peu ou pas. Kea, donc c'est le premier cabinet de conseil de direction générale d'origine française. On a un peu plus de 20 ans d'existence aujourd'hui. On s'appuie sur une équipe d'à peu près 300 consultants en France et 900 dans le monde. Et nous sommes particulièrement actifs dans les secteurs de l'industrie de la santé, de la grande consommation et du retail, des services B2B, de l'énergie, utilities et construction, et puis du secteur de la tech. Voilà, donc je suis en charge des activités de private equity et corporate M&A, épaulé par Patrick Richer, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent et qui va animer la discussion d'aujourd'hui. On est présent sur l'ensemble du cycle d'investissement, que ce soit sur l'amont, sur les activités de screening de cibles, de stratégie, de levée de fonds, de revue de portefeuille. Bien évidemment, on accompagne les due diligence et les transactions, que ce soit à l'achat et à la vente, avec, je crois, une particularité qui est de combiner le savoir-faire et l'expertise du secteur et des activités du private equity, mais combiné à des expertises sectorielles très pointues. Et je pense que c'est ce que vous constatez et découvrez dans le cadre de ces webinaires notamment. Et sur les sujets de la transaction, on est assez fiers d'avoir été impliqué dans une trentaine d'opérations l'année dernière, à peu près un tiers en VDD, deux tiers buy side, parmi lesquels vous avez pu voir passer des Aperton, Rayonnance, Capellec, Lauralu, Vincent Guerlet, voilà, pour couvrir quelques-uns des univers sur lesquels on est impliqué. Et puis, dernier point j'évoquais l'ensemble du cycle de transaction, on intervient dans le design et la mise en œuvre des VCP, des plans de création de valeur pour vos participations, en s'appuyant sur l'ensemble des compétences du groupe Kea, efficacité commerciale, les plans de performance, le PMI build-up, etc. Donc, on est voilà, partenaire sur l'ensemble du cycle. Aujourd'hui, donc on est sur ce cinquième épisode de notre série dans laquelle on essaye d'alterner sur des insights qui sont sur des secteurs d'activité, sur lesquels on voit des enjeux d'investissement et un marché du PI qui reste dynamique. Donc, on avait eu l'occasion de traiter la santé et l'ingénierie. Aujourd'hui, on va parler de la tech. Et puis, on alterne avec des insights qui sont plutôt portés sur les leviers de création de valeur, parce qu'on est assez convaincu que pour vos actifs, il existe des voies de création de valeur rapides, notamment le pricing. On avait eu l'occasion d'en parler dans un contexte un peu atone dans lequel les prix restent élevés et pour vos participations pour lesquelles vous avez potentiellement des difficultés à opérer des sorties, ça nous semble important. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, donc, on a décidé de couvrir le secteur de la tech et les enjeux tech. Donc, pour rappel, c'est le deuxième secteur le plus attractif dans le pays français, avec à peu près 20-21% des montants investis en 2024-25 derrière l'industrie. Et pour couvrir ce sujet aujourd'hui, donc comme je l'évoquais, Patrick va animer les échanges avec Claire Gourlier et Guillaume de Rodelec, qui sont respectivement associés et directeurs au sein de notre pôle tech et digital. Voilà, vous pourrez leur poser les questions soit dans le fil, dans le chat, soit à la fin de l'échange, si cela vous va. Et puis, comme d'habitude, vous disposerez du replay et des slides qui vont être projetés, qu'on vous enverra par mail et que vous aurez également sur notre site internet avec les éditions précédentes. Voilà, sans plus attendre, Patrick, je te passe le micro pour rentrer dans le vif du sujet. Merci Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, on va rentrer dans le vif de ce sujet passionnant mais assez riche. Tout de suite avec toi Claire et une première question sur finalement le champ de la due diligence techno. Nos auditeurs connaissent bien, savent bien ce que c'est qu'une due diligence stratégique et une due diligence financière, hein, pour les pratiquer quotidiennement. C'est des exercices qui sont maintenant très balisés, très codifiés. Qu'en est-il de la due diligence techno?
Alors oui, effectivement, bonjour à tous, ravi. On va pas se mentir, en 2026, il n'y a plus aucun fonds sérieux qui signe un chèque, je dirais, sans cocher la due diligence tech. Donc ça, c'est un fait. La pratique, elle existe, hein, elle est plutôt installée. Nous, le problème qu'on peut percevoir sur ces due diligence qui sont en effet peut-être moins normées que sur les parties financières, par exemple, c'est que je dirais que la due deal tech, elle est un peu traitée comme un espèce de contrôle technique pour une voiture d'occasion. Donc on regarde si les pneus sont usés, si les freins répondent ou pas, si le moteur va pas exploser dans 3 mois. Donc on a l'impression qu'on cherche plutôt des risques, de la conformité, enfin on cherche plutôt à se rassurer. Alors que pour nous, quand vous investissez évidemment dans une scale-up par exemple, mais pas que, je pense que c'est vrai de la plupart des dossiers que vous regardez, vous achetez pas un chèque, je pense que vous achetez un moteur de croissance avec la tech, et c'est souvent là que le bas blesse. Donc le constat, moi je dirais, est assez clair. La due deal tech, elle manque plutôt de standardisation, et je dirais qu'il y a plusieurs points critiques. C'est d'abord le timing. Souvent, elle arrive trop tard. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Donc elle est souvent déclenchée plutôt dans des phases finales de closing, et ça devient un peu une formalité administrative, presque, si j'ose dire, hein. Je suis un peu, voilà, je caricature un peu, mais je pense que souvent, on découvre des choses à ce stade et donc soit on ignore le problème, soit on a un red flag à ce moment-là et c'est souvent un peu tard. Je pense qu'on a un sujet sur les interlocuteurs aussi quand on fait des due deal tech. Il arrive qu'on parle aux mauvaises personnes. Donc bien sûr, toujours on nous dit il faut interroger le CTO sur son architecture, etc. Mais pour nous, c'est absolument fondamental d'être certain que le dirigeant de l'entreprise en question est et voilà, une perspective sur la tech une stratégie sur la tech, maîtrise parfaitement la roadmap. Et puis, souvent, on interroge peu les équipes produits aussi. Du coup, ça nous donne moins de vision sur le fait que le business, les pivots business et les pivots stratégiques sont bien intégrés dans l'audit. Donc, on reste souvent dans un silo technique et ça, je pense que c'est dommageable. Donc on répond plutôt à une forme de conformité qu'à une forme de valeur. Donc voilà, est-ce que le code est propre? Bon bah, bien sûr c'est bien de le savoir, mais est-ce que la plateforme peut absorber 10 fois plus d'utilisateurs sans doubler la masse salariale par exemple de l'équipe engineering? Bah, je trouve que c'est encore mieux. Donc je pense que la question centrale d'une due deal tech, ça doit plus être seulement est-ce que ça marche, mais est-ce que ça peut scaler. Donc pour conclure sur ce point, je pense que c'est l'idée nous qu'on a, c'est vraiment de passer de due diligence qui sont un peu défensives à quelque chose de plus offensif. Donc en effet, il est temps, bien sûr, de standardiser un peu plus les approches et les outils, mais vraiment dans l'intention. Je pense que l'analyse tech, elle doit intervenir plus tôt, éclairer la valorisation, et elle doit vraiment connecter la stack technique à la roadmap stratégique. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on porte et auquel on croit très fort avec Guillaume. Donc vraiment, l'idée, c'est pas d'avoir un rapport d'audit bon, plus ou moins exhaustif, mais bien avoir un plan de route pour la création de valeur avec la tech. C'est pour nous le sujet fondamental quand on aborde ces approches. C'est très clair. Merci beaucoup, Claire. Alors, peut-être pour prolonger ta réponse, hein, et je me tourne vers toi, Guillaume, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu approches cette démarche de due deal tech de manière un peu objective, un peu structurée, dans dans ce moment d'investissement hein, que connaissent les fonds, et dans un contexte où on parle beaucoup en ce moment de résilience et de moat, donc l'avantage concurrentiel durable. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme cadre un petit peu objectif? Alors nous, on a l'habitude en fait de prendre en compte un peu cette dimension. Il y a deux dimensions critiques, quatre dimensions un peu structurantes, et il y a celle que vient d'évoquer Claire, qui est pour nous la dimension décisive. Ce cadre, en fait, il permet d'évaluer l'actif techno avec la même rigueur en fait que ce qu'on fait sur les flux financiers dans les cadres de due deal. L'objectif, c'est de valider que ces flux financiers soient en capacité d'être générés dans le temps.
Et donc que l'asset technologique vienne vraiment soutenir la thèse. Donc du côté des dimensions critiques, celles-ci ont vraiment un impact direct sur la valorisation. On parle souvent de la dette technologique et de la propriété et de la souveraineté. Donc côté dette technologique, la question c'est pas de savoir si elle existe, mais si elle est chiffrable, maîtrisable et quelque part intégrable dans la négociation, parce que c'est la dette qui va être la dette la plus dangereuse, parce que le management a souvent appris à vivre avec et à ne plus l'avoir. Côté propriété et souveraineté, en fait c'est un peu plus technique. Les choix techno passent souvent sous les radars, mais ils peuvent vraiment avoir ou générer des points de blocage à l'exit, notamment lorsqu'ils limitent la maîtrise de la propriété intellectuelle et créent des dépendances critiques. Et on le voit très concrètement, en fait, lorsque des briques open source sont intégrées sans maîtrise des contraintes juridiques ou une dépendance forte à des prestataires clés, en fait, sans réversibilité. Et ça, c'est vraiment un cas de figure assez fréquent dans nos missions. Après, on va retrouver l'exposition au Cloud Act et les enjeux de continuité qui viennent en fait un peu compléter cette dimension et qui sont des sujets vraiment d'actualité qu'il faut être en capacité d'anticiper et de maîtriser. Après, on a ce qu'on appelle les dimensions un peu structurantes que nous, on a l'habitude de regarder, qui sont assez classiques. C'est architecture, patrimoine data, interopérabilité, culture engineering. Et elles viennent vraiment conditionner la capacité à exécuter et à passer à l'échelle. Côté dimension plus décisive, donc nous, c'est vraiment la partie stratégique, la partie chapeau. Elle évalue la capacité du ASI à accompagner les évolutions du modèle, à soutenir les orientations business et à absorber les ruptures de marché. C'est elle vraiment qui détermine si la technologique va devenir un actif créateur de valeur ou si c'est un actif figé un peu dans le temps. Et pour terminer, je reviendrai un peu dessus un peu plus tard, on a un sujet de culture engineering. C'est souvent la dimension que personne ne veut mettre dans un rapport parce que ça relève du soft. Et pourtant, c'est un peu celle qui va prédire toutes les autres. C'est la façon dont le management parle de la technologie, comme un actif est un centre de coût ou un levier de croissance. Et ça va vraiment tout dire sur la maturité réelle de l'organisation et la capacité à évoluer. C'est très clair, merci, très concret aussi. Est-ce que tu peux peut-être prolonger cette explication en projetant cette grille, cette analyse dans la durée de détention de l'actif en portefeuille dont on va imaginer qu'il va être de 4 ou 5 ans? Ah. On a Guillaume qui a gelé. Guillaume qui a gelé. Est-ce que, Claire, tu peux prendre le relais peut-être et le temps qu'il se reconnecte? Oui, absolument. Donc, je pense que, enfin, toujours sur ce sujet d'offensif-défensif et de durée de l'investissement, je pense que ce qu'on voulait montrer là, c'est que on a vraiment un lien entre le plan de valeur, la durée de l'investissement et l'actif technologique. Donc, si notre thèse d'investissement est plutôt sur de la croissance organique, évidemment, voir un focus très, très clair sur la scalabilité de l'architecture et un horizon qui est plutôt un horizon à 2-3 ans. Quand on est plutôt sur un sujet d'amélioration des marges, on va être plutôt sur des sujets plus courts. À horizon 1 an, on peut déjà avoir des résultats probants. Et alors, à l'heure de l'IA, c'est d'autant plus vrai sur ces sujets d'automatisation. C'est vraiment un énorme levier de création de valeur et effectivement quelque chose qui est sur lequel, à court terme, on peut avoir effectivement des retours vraiment extrêmement significatifs. Quand on est sur des sujets de build-up et de M&A, évidemment, on va appuyer sur le levier de l'interopérabilité qui devient là aussi absolument cœur. Et ça, c'est vraiment le facteur technologique qu'on va regarder en premier. Et là, c'est des sujets de mise en œuvre qui sont immédiates ou quasi immédiates. Ça, on est vraiment sur des sujets de dialogue et de pouvoir mettre en place le socle technique capable d'accueillir ces acquisitions, c'est dans les cadres des build-up. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être un accélérateur extrêmement court terme des tels investissements.
Bien sûr, l'intégration de l'IA plus en profondeur dans des process, là on n'est plus dans l'automatisation, on est vraiment dans la refonte de la gouvernance des données et des modèles. On est là pour le coup sur des horizons un peu plus lointains. Donc là, je parle bien de l'IA, pas tant comme booster du modèle, automatisation, etc., mais comme refonte un peu plus profond des architectures agentiques et des grands processus par l'IA. Et puis sur le côté un peu plus défensif, là on est plutôt sur de la préservation de valeur et c'est vrai que là on a tous les sujets qui sont des sujets d'aide technique et de conformité dont parlait Guillaume, donc là pour la maîtrise du passif, je dirais. Donc là, on est plutôt effectivement dans du check de maîtrise de ce passif. On a tous les sujets de propriété et de souveraineté du code qui sont de plus en plus importants dans le contexte que l'on connaît tous. C'est un focus particulier sur lequel nous, on met pas mal d'emphase parce qu'on a quand même des sujets de souveraineté qui sont voilà, de plus en plus... alors, ça dépend un petit peu des secteurs d'activité, mais il est évident, enfin, Guillaume parlait par exemple du secteur de la santé ou d'autres, la sécurisation de ces actifs-là, pour nous, doit se faire en continu, mais c'est extrêmement important de se mettre en situation d'avoir un suivi continu sur ces sujets-là, et ça peut s'outiller, je dirais, assez tôt dans le process. Et puis, je pense que le dernier point, c'est celui dont parlait Guillaume aussi à l'instant, c'est celui de la dépendance aux hommes clés. Alors, dans la tech, ou à l'homme clé parfois, dans la tech, c'est un sujet qui est quand même toujours spécifique et sur lequel, si on met un peu d'emphase sur les sujets, nous, on le met assez haut dans la pile, si je peux parler comme ça, parce que voilà, on sait très bien que quand même le succès de cette transformation technologique, ou en tout cas le succès de ce moteur de création de valeur qu'est la tech, bon, enfin, la question des ressources, et on sait que celles-ci sont relativement rares, c'est pas très facile de regarder l'adhésion d'un profil avec voilà, une roadmap technologique. Donc, c'est vraiment un sujet qui nous semble absolument clé. Et malheureusement, dans un sens comme dans un autre, on voit bien qu'un profil, notamment sur ces sujets tech, peut faire beaucoup la différence. Très clair. Merci beaucoup. Alors moi, j'aime beaucoup cette approche de cette logique de création de valeur dans la perspective de la due deal, puisque c'est effectivement ce qu'on constate beaucoup en due deal strat. Le temps de faire la photo pour passer le comité est fini. On se projette vraiment dans cette logique de transformation et de création de valeur. Peut-être juste pour prolonger cette approche-là, sur le sujet de la dette technique, est-ce que tu peux nous expliquer comment l'investisseur doit l'appréhender dans cette logique de création de valeur, ou Guillaume, si tu es revenu, Guillaume. Ouais, désolé, je suis revenu. Les joies du Teams qui a complètement planté, donc vous ne me verrez plus. C'est la technique. Ouais, c'est la technique, c'est le sujet du moment, désolé. Non, mais effectivement, la dette technologique, c'est assez simple. Il faut vraiment voir ça comme une équation économique et opérationnelle. C'est un sujet de CAPEX futur plus ou moins bien anticipé. C'est des sujets de surcoût opérationnel, parce que généralement, les projets prennent plus de temps, les équipes ne sont pas forcément en capacité de délivrer dans les délais et les timings qu'on a pu anticiper au préalable. Et donc, ça génère des risques d'exécution sur le business plan. Et pour nous, la dette techno, c'est vraiment ce triple regard à apporter pour essayer de le valoriser et de le calibrer. Les méthodes, elles sont assez simples. Simples dans la théorie, à mettre en pratique. Il faut savoir être expert ou s'entourer d'experts pour y arriver. Ça passe par de l'audit de code avec les équipes opérationnelles pour vraiment être proche des opérations et bien comprendre effectivement comment tout ça se met en œuvre. Les DSI sont souvent, ils ont souvent appris à vivre avec les problèmes. Donc, il faut savoir croiser les regards. Il y a l'approche benchmark sectorielle. Donc, ça, c'est la force effectivement du conseil, c'est de pouvoir apporter des regards complémentaires et comparables sur le marché. Et le dernier point, c'est de savoir se forger des convictions au travers effectivement de scénarios valorisés en termes de CAPEX, qu'on reste dans un statu quo, qu'on modernise progressivement la stack techno ou l'architecture dans son ensemble, ou qu'on soit dans effectivement une refonte.
En revanche, les ordres de grandeur, ils sont très variables. C'est très compliqué de pouvoir en parler ou d'éclairer précisément les personnes qui nous posent la question. Ça peut aller de 500 000 € à plusieurs dizaines de millions, vraiment en fonction de la taille de la société, de la complexité de cette stack. Après, il nous reste, quand on parle tu me posais la question de est-ce que ça devient un mécanisme de négociation? Si elle est connue, c'est de toutes les façons une opportunité. Il y a trois moyens de négocier. Il y a la décote prix d'entrée, c'est souvent la plus propre quand on est vraiment en maîtrise des sujets. Il y a le CAPEX ring-fencé dans le cadre des LBO, ce qui est également une approche qui est assez accessible, puisqu'on parle vraiment de budget isolé, il ne va pas y avoir d'impact sur les cash flows. Et le dernier point qu'on essaie plutôt d'éviter, c'est d'avoir des clauses en dernier recours au niveau technologique. Donc le jeu, en fait, c'est pas tant d'avoir de la dette technologique, ça c'est pas vraiment un problème, mais c'est de la maîtriser, de la connaître pour pouvoir en faire un levier de négociation et ne pas la subir en data room. Donc il faut savoir rester à la manœuvre pour pouvoir avoir le bon equity story qui va avec et valoriser la trajectoire que les équipes anticipent. C'est très clair, merci. Au moment d'engager une due deal tech ou de compléter une due deal strat avec un module de due deal tech, est-ce que, selon toi, il y a des signaux qui doivent alerter l'investisseur? Pour nous, quelque part, il y a 7 signaux qu'on regarde, 7 un peu red flag. Je vais aller vite parce que certains ont les sujets en tête. Et puis, si on veut laisser du temps un peu aux questions, je vais surtout les balayer. Donc, il y a la dépendance prestataire unique, c'est vraiment le premier point qu'on essaie de regarder. Si le code appartient pas à l'entreprise, si le coût de réinternalisation il sera toujours supérieur à l'estimation. Un ERP obsolète, dans un build-up, la question, ça va pas être de est-ce que ça va exploser, mais quand est-ce que ça va arriver. L'architecture non scalable, c'est pas un sujet IT en réalité, c'est plus un risque sur la thèse d'investissement et notre capacité à accélérer, à attaquer des nouveaux marchés, à déployer des nouveaux produits, à avoir des offres combinées. La fraction SI post-build-up, aujourd'hui, tous les fonds ont quand même bien ça en tête. C'est pas un coût qui s'additionne, c'est plutôt un coût qui va s'additionner dans le temps après chaque acquisition. Donc, comment regarder CSI pour avoir une trajectoire de rationalisation et d'homogénéisation dans le temps pour en tirer de la valeur et pouvoir jouer les leviers de performance et de croissance anticipée. Et puis, il y a un signe aussi, mais qui est plutôt au travers des échanges qu'on peut avoir avec l'entreprise, c'est est-ce que la technologie, elle est pilotée par l'urgence? Est-ce que l'entreprise subit sa technologie ou est-ce qu'elle en est maître et en capacité de l'activer au bon moment? L'actif, lui, se dégrade silencieusement sans que personne ne le voit, donc il faut vraiment être en capacité d'anticiper, de se projeter et de se positionner avant les ruptures de marché. Et le dernier point, enfin pas le dernier, mais un des fondamentaux de toute discussion, et Claire en a parlé tout à l'heure, c'est les personnes clés qui peuvent poser un sujet pour le bon déroulé du plan. CTO fondateur, développeur unique, dirigeant non tech-aware, c'est des profils assez différents, mais ça va être le même signal à la fin. C'est un actif technologique qui ne va pas vraiment être transmissible et donc il doit poser des questions dès l'entrée dans les négociations ou en tout cas les discussions. La gouvernance et de la donnée inexistante. Là, également, une fois qu'on rentre dans les systèmes, qu'on pose les bonnes questions, on est en capacité de relever des red flags sur la fiabilité et la maturité managériale réelle sur ces sujets. Et tout ça va être plus ou moins corrélé à l'échec des roadmaps IA à venir. Donc le jeu, c'est vraiment de comprendre le cadre, de vérifier que tout le management et des feuilles de route qui soient bien prises en main et anticipées. Et tout ça va nous donner des signaux pour négocier, challenger le management avant signing. Et les questions, ça ne va pas être de trouver les sujets, mais de savoir où les chercher. Très clair. Alors peut-être pour conclure, parce qu'effectivement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors une question pour toi, pour Claire, je vous laisse décider.
mais peut-être dans toutes les due deal tech que vous avez déjà fait pour les fonds avec lesquels vous avez travaillé, est-ce que vous en ressortez des invariants dans les approches qui ont été déployées? Et si vous aviez une recommandation à formuler, quelle serait cette recommandation? Alors peut-être j'y vais si on n'a plus beaucoup de temps. En un mot, Ouais. moi je pense que la question du séquençage, enfin en tout cas c'est le retour d'expérience que j'en ai, elle est absolument fondamentale. Et quand on dit séquençage, c'est, vous l'avez compris, à la fois intégrer vraiment la tech au business model de manière chiffrée, enfin au modèle financier de manière chiffrée, en anticipant. On découvre pas des coûts de remise à niveau au moment du closing. Vraiment, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de surprise, enfin en tout cas de se prémunir de toutes les surprises sur la durée ou le montant de l'investissement, comme on en a parlé, ça nous paraît fondamental. Donc anticiper dans le séquençage, avoir une vision prospective, c'est-à-dire vraiment ne valider plus une architecture par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, mais vraiment au regard des hypothèses de croissance et ce regard prospectif. Et puis après, peut-être également, donc s'assurer que l'actif, voilà, il est bien sécurisé par rapport aux hypothèses de croissance. Et puis le cas critique, peut-être des build-up aussi, donc qu'on voit souvent pour tous ceux qui pilotent des stratégies de build-up, c'est vraiment là où beaucoup de choses se jouent, la partie techno, et on doit l'interopérabilité, ça peut pas rester une promesse dans le deck de vente, elle doit vraiment être vérifiée avant l'acquisition. Donc en termes de séquençage, moi, enfin, si j'avais un peu un retour d'expérience, c'est ce sujet, il arrive souvent tard, et quand on voit des deals qui se passent bien, c'est pas du hasard, c'est que ces étapes-là, elles ont été bien anticipées. Donc, parce que tu m'as dit un mot et pour aller très vite et laisser la place aux questions, moi, je dirais le séquençage. Très clair. Merci Guillaume? beaucoup. Guillaume, je ne sais pas si tu veux rebondir, compléter, avant de passer peut-être éventuellement aux questions des auditeurs. Guillaume de Rodelec? Non, Bon, on a peut-être passer aux peut-être questions, encore du coup, perdu Guillaume. il est presque 9 heures. Moi, Ouais. non, mais moi, je suis là, mais je ne vais pas rebondir sur mon propre contenu, mais on est très ouvert effectivement à toute question que vous pourriez vous poser. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent poser une ou deux questions à Claire et Guillaume? Que ce soit en prenant la parole ou dans le chat de conversation, si vous préférez. Il y en a peut-être une en attendant qu'éventuellement quelques-uns d'entre vous en posent, mais est-ce que tout est fait en interne ou est-ce qu'il peut y avoir un appel à des prestataires spécialisés sur certains points précis comme l'IP, le black ducking, le pen test? Claire, tu veux te lancer? Bon, je peux, enfin, oui, alors évidemment, on a une équipe tech, comme vous l'avez compris, chez Kea, qui est à même d'adresser toutes ces questions de technologie de manière assez extensive et assez transverse. Maintenant, bien sûr, enfin, il y a tellement de techno, de spécificités, etc. On a tout un écosystème de partenaires, notamment sur les sujets dont tu parles, mais aussi sur la cyber, voilà, sur un certain nombre maintenant sur les architectures agentiques, voilà, sur un certain nombre de sujets. Je pense à des sujets sur voilà, très, très, très pointus, sur lesquels il faut des deep dives spécifiques et dont on se sert sur une ou deux opérations dans l'année. C'est plutôt des gens qui sont en effet dans notre écosystème, sur lequel on s'appuie voilà, qu'on agrège autour du sujet. Je pense que ce qui est important, vous l'avez compris, comme ça a une dimension très stratégique, voilà, la capacité à ne laisser aucun angle mort et donc voilà, aller à la fois de manière large mais aussi en profondeur, elle est fondamentale. Donc on le fait parfois entièrement avec des équipes Kea et parfois en effet, comme tu dis, sur un appui, que ça va être sur voilà, de la revue de code, enfin tous les exemples que je vous ai donnés. Super, merci. Alors, question. Quels seront les logiciels qui vont profiter de l'IA pour accélérer versus ceux qui vont la subir? Euh, alors, vas-y Guillaume, si tu veux, pardon, je te coupe la parole. Non, tu ne coupes pas la parole, mais c'est sûr que non, le sujet, il est pas si simple. Il faut réfléchir en fait création de valeur. Donc en fait, c'est
Quand on utilise l'IA, moi j'apprendrais un peu le sujet différemment, pas forcément logiciel, mais c'est est-ce qu'on a l'accès à la domaine des métiers, est-ce qu'on a la capacité à orchestrer des workflows et est-ce que ces solutions sont vraiment en proximité avec les utilisateurs finaux. Et au travers de ces 3 points, je pense que je regarderai les solutions existantes sur le marché pour me forger les convictions du bon logiciel, plus ou moins stable, structuré, avec les équipes de tech qui permettront de le tenir dans le temps. Mais la clé du sujet, c'est l'accès et l'orchestration de la donnée. Enfin, c'est comme ça que je verrai le point clair. Donc, pour illustrer, ceux qui profiteront de l'IA, je dirais, c'est ceux qui voient leur valeur évidemment multipliée, puisque l'IA devient un bras armé. Donc, tous les logiciels qui concourent à faire de la productivité, qui détiennent déjà un certain nombre de contextes, data, donc là où, enfin, qui ont déjà un contexte fort avec beaucoup de données, etc. Donc, les suites qui vont faire plutôt de la productivité, de la création complexe, hein, par exemple, des sujets de simulation, des choses comme ça, des sujets aussi de cyber ou de purement de gestion de données d'ailleurs. Tout ça, c'est plutôt des gagnants, entre guillemets, je pense en tout cas des gens qui ont un vrai, qui pourront vraiment profiter de l'IA. Et puis peut-être que voilà, ceux qui vont un peu plus subir, bon, ça va être voilà, peut-être tout le champ, je ne suis pas exhaustive, mais tout le champ peut-être des outils de BI, enfin tous ces outils-là, par exemple, tous les sujets de support client, par exemple, un peu basique, là, tous les logiciels, et il y en a beaucoup là qui équipent ces fonctions-là. Ou tous je dirais les micro SaaS de features entre guillemets, donc c'est ceux qui font une seule chose assez pointue et qui n'embarque pas de contexte. Là, ça va être un peu plus compliqué, ou en tout cas, il faudra qu'ils se réinventent largement à l'ère de l'IA. Bon, c'est pas exhaustif, hein, je donne juste quelques tips, mais c'est évidemment une question qu'on se pose beaucoup en ce moment sur les dossiers. Est-ce qu'ils seront gagnants ou perdants avec l'IA? La réponse n'est pas si simple. J'espère qu'on donne quelques tips, mais la question du Ouais, contexte, en tout cas pour moi, et du contexte data qui est déjà embarqué, ça va beaucoup jouer sur la réponse. Non, après, on voit effectivement que dans les tendances, il y a beaucoup de boîtes qui se positionnent, création de contenu, outils de gestion, notamment data platform, une réinvention aussi de certains marchés. On voit notamment PME, ETI, que ce soit sur le RP, le CRM, pas mal de nouvelles solutions qui arrivent sur le marché. Et puis quand on parle d'IA, on parle aussi de collaborativité. Donc je pense qu'il y a peut-être des axes à aller regarder de ce côté-là. Le problème avec la tech, c'est que c'est tellement passionnant qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Bon, j'espère qu'en tout cas, cette présentation vous aura permis de mieux appréhender quelques-uns des enjeux liés à la tech, que ce soit dans les dossiers que vous êtes en train de regarder ou peut-être pour les sociétés que vous avez en portefeuille. Un grand merci Guillaume, un grand merci Claire pour vos éclairages sur ce sujet. Peut-être que ça vous aura donné envie de poursuivre l'échange avec eux. Ouais. Il y a encore une question, je ne sais pas si on a le temps d'y répondre. On a encore une question, effectivement. Y a-t-il une logique de réinternalisation par les entreprises des outils logiciels? Capacité de développement en propre versus dépendance vis-à-vis des fournisseurs de logiciels. Moi, je dirais, là-dessus, nous, comment on le regarde, juste en 2 mots, on a un peu 2 impacts de l'IA, c'est-à-dire l'impact de l'IA avec un logiciel qui va être, ou dans lequel on va mettre on va augmenter des processus, je sais pas, un logiciel que tout le monde connaît, Salesforce met de l'IA, il augmente un petit peu son processus avec de l'IA. Là, est-ce que ça va complètement changer et réinternaliser? Je suis pas sûre. Par contre, là où l'IA va complètement refondre le processus de l'entreprise, non pas l'augmenter, mais bien le refondre, là, il y a un enjeu évidemment. Donc, ça dépend là aussi des secteurs d'activité, etc. Mais il y a vraiment ces 2 niveaux dans l'IA. L'augmentation d'un existant, et là, a priori, il n'y a pas tellement d'enjeu de réinternaliser. Par contre, voilà, quand on est sur une refonte profonde du processus, grâce à l'IA, c'est-à-dire qu'on fait les choses complètement différemment. Là, je pense qu'on a un enjeu, en effet, à réinternaliser la technologie et les équipes. Dès que ça crée un avantage compétitif, il faut y aller. On pourra peut-être poursuivre l'échange avec
nos amis qui nous ont posé ces questions. Mais pardon, il faut qu'on s'arrête. Non, bien sûr. Écoutez, merci à tous. On va s'arrêter là. On vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour notre prochain épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire part par retour de mail quand on vous enverra les slides présentés par Guillaume et Claire aujourd'hui à nous dire quels sont les secteurs ou les leviers de performance ou de croissance qui sont d'intérêt particulier pour vous. Voilà, on peut inscrire ça un peu dans notre programme pour les mois qui viennent. Un grand merci à tous. À très vite. On vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.